Major Calderon. Major Calderon du commando Cobra, porte-drapeau et trésorier. Voilà. J'ai commencé. Hein, D'abord, j'ai commencé à travailler à l'âge de 8 ans. Hein, jusqu'à. J'ai fait mon premier Cameroun, j'avais 10 ans, à Nouvion. En tant que civil, sur 10 ans. Hein. Et ensuite, j'ai vendu des beignets et tout ça avec mon père jusqu'à l'âge de 18 ans, 17 ans et demi, que je m'engage dans l'armée. À 17 ans et demi, je suis parti à la Légion étrangère, à Sidi Bel Abbès. Hein? Ils m'ont gardé un mois et ils m'ont foutu dehors parce que mes parents m'ont réclamé, parce que j'étais soutien de famille. Ensuite, je me suis disputé avec mon père et me suis engagé dans les harkis, troupes supplétives, au 60e groupe de police GMS, 60e GMS qui était à Franquetti-Charrier. Voilà, où j'ai fait 1 an. Et j'ai quitté en septembre 1958 les GMPR et je me suis engagé au 8e RIM le même jour, le 1er septembre 1958 ou 1957. Septembre 57, je me suis engagé au 8e RIM. Je suis sorti le matin des GMPR et l'après-midi je me suis engagé. Voilà. Et ils m'ont donné le pactage le 18 septembre et j'ai pris le bateau pour aller en France faire mes classes. Au compte de la Landouée au 41e RI à Rennes, où j'ai fait 4 mois de classe. J'ai fait mon peloton de caporal et je suis revenu à Saïda, dans le sud oranais, où je m'étais engagé. Oui, alors je suis parti à Rennes au 41e RI, hein, où j'ai fait le compte de Landouée, où j'ai fait mes classes 4 mois. J'ai fait mon peloton de caporal et à l'issue de ces en décembre 58, on a pris le train et le bateau pour venir en Algérie. Alors j'avais tous mes copains qui étaient autour de moi, comme j'étais un ancien d'Algérie, et je discutais avec eux sur les problèmes de la guerre d'Algérie. Enfin, voilà. Alors après j'ai été muté à la 6e compagnie du 8e RIM, qui se trouvait à Franquetti, où j'ai été, à l'époque j'étais au GMPR, avant d'être là, dans cette ferme, la ferme rouge, et j'ai fait 1 an au GMPR, et on m'a appris à tirer avec le US-17, on m'a enfermé dans un traîneau, un blocos, et on m'a donné un US-17, on m'a dit voilà comment ça marche, et l'ennemi a attaqué, cette nuit a attaqué la ferme. Alors j'étais tout seul et le lieutenant il m'a enfermé derrière entre la popote et le blocos et moi je tirais un coup à droite, un coup à gauche avec mon US-17 mais j'avais peur qu'on me jette une grenade par-dessus et je n'avais pas de repli. Voilà, je suis resté un quart d'heure tout seul en attendant que le renfort arrive vers 23 h. Ok. Voilà, à l'issue, à l'issue, j'ai failli aussi me faire tuer par le caporal-chef où il avait une mitraillette Sten et la rafale est partie toute seule à une relève de la garde. Bon, c'est passé à côté. Voilà. Voilà pour ce que c'est les GMPR. Maintenant, là, je suis au 8e RIM où j'ai travaillé étant au GMPR. Et alors, je suis tombé à la 6e compagnie du 8e RIM où le capitaine Offret, qui commandait la 6e compagnie du 8e RIM, c'était le futur patron du commando Cobra. Hein, il a été faire son stage à Arzeux, et là ça faisait 2-3 jours où j'étais à la 6e compagnie du 8e RIM à la ferme de Franquetti. Et alors, voilà, il a dit qu'il est venu, il a fait un discours qu'il venait, qu'il allait former le commando Cobra, un commando s'appelait... Il ne s'appelait pas Cobra pour moi, c'était un commando de chasse au départ. Voilà, alors il a dit, bon, tel contingent, vous pouvez venir à la fin des repas à la popote, pour ceux qui veulent venir avec moi, sinon le reste avec le lieutenant Lambert, adjoint de la compagnie, de la 6e compagnie du 8e RIM. Alors, il a dit, sauf le contingent qui venait d'arriver, moi faisant partie du contingent. Alors il ne voulait pas me prendre,
je suis venu à la popote, j'ai dit oui, mon capitaine, je vous connais, on a déjà fait des opérations ensemble quand j'étais au Gimpierre, hein, et j'étais déjà ici au Gimpierre et j'ai construit le blocos avec des pieds noirs. Et voilà, alors je parle espagnol, je parle le français et je parle l'arabe. Alors je voudrais bien aller avec vous au commando. Alors bon, il n'y a pas de problème, je te prends Calderon et le breton Anguader qui était mon copain de classe. Alors tous les deux, il nous a pris, et Marie, trois, ils nous ont pris. Alors il m'a mis comme agent de transmission. Hein? Alors voilà, ben, ça a commencé comme ça. Et au mois de, le 1er mars 1959, oui, hein, on a été affecté à la ferme Blanche, entre Nadjar et Saïda, où le commando allait s'installer. C'était la ferme Bailey. On a fait quelques... oui, il y a Bijar qui est arrivé, hein, et qui était le patron du secteur de Saïda. Et pour faire son travail, il fallait un commando de chasse musulman pour le renseignement et un commando d'action. Alors Cobra et Georges, ça a été fait par... Bijar a dit au capitaine, il faut trouver un nom de guerre pour le commando. Alors Bijar a dit, bon, il faut commencer à travailler. Alors je veux que vous ayez les cheveux courts, les tenues retaillées, et faire du sport, et des sorties à l'extérieur, tout ça. Bon, alors on a commencé à faire l'instruction, tout ça. Et on a eu les premiers combats au mois de mars, le 14 mars. 14 mars dans le Mzaïta, côté de Berthelot. Et on a fait le premier combat. Il y avait le premier BEP qui était là. C'était notre première machin, on n'était pas encore entraîné. Alors la liaison radio ne marchant pas, le capitaine Offret, il me dit avec le Guader, allez-y voir Brahimi, hein, pour lui transmettre qu'il doit aller à tel endroit. Alors j'étais quand même en transmission, alors on est partis tout seuls, tous les deux, on savait rien tout. On s'est retrouvés avec une bande de Félaga, au moins 70 Félaga, mais on ne savait pas si c'était Félaga. On a regardé comme ça, c'était dans un talweg, une pente, et alors on s'est mis à genoux, on a commencé à tirer, et il y a un T6 qui est passé par-dessus notre tête, il a balancé une roquette. Alors il y a Ibrahimi qui était derrière, qui nous a fait signe de nous replier. On s'est replié dans une murette où il y avait des figues bavaries. Voilà. Et ça a été notre premier combat, mais sans trop de grand bilan, parce que c'était notre début. Hein. Ensuite, on a fait plusieurs petites opérations. On a eu le premier mort qui s'appelait Rougeole. Hein, premier mort. Et 2 semaines après, on a eu un deuxième mort qui s'appelait Londa. On a fait des petits bilans. Toujours dans le secteur de Saïda. Top. Oui, alors bon, ben, on a continué à s'entraîner. Et bon, on a déjà on a trouvé un champ pour un champ du commando par les Mans et les Rocs Brûlés sur l'air des Marais, qui a été fait, les paroles, par l'adjudant Bono. Hein. Ensuite, eh ben, on a continué à faire des opérations. Et le 22, 23, 24 juin 1959, oui, on a fait un combat, on a récupéré la Katiba qui était partie, là, de même Katiba, hein, il y avait pareil au moins 70 félagas. Alors le problème, c'est que le pipère nous signale qu'il y avait 6 traces dans une direction, et nous, on était 15, un groupe qui s'appelait Rapide. Alors on est parti en direction de ces traces, et on s'est retrouvé avec 70 pelles rassemblées, pareil, sur le pente. Alors on est resté, comme il n'y a même pas une minute, on a vu des djellabas et des machins, et c'est des felouses, et on a commencé à tirer à bout portant, à coups de crosse et tout, et ça se repliait quand les pentes en face. Hein, et on a couru pendant 7 km, hein, on a fait 68 tués, hein, et
le chef de la Katiba qui s'appelait Barbeau, il a réussi à se sauver. Voilà, la Katiba 3, c'est notre premier bilan. On s'est vengé de nos 2 camarades qui ont été tués un mois avant. Voilà, ça c'était le 22, 23, 24 juin. Et c'est là que j'ai eu ma première citation. C'était le jour de mes 20 ans. Le 24 juin. Voilà. Ensuite, bon, alors on a continué à s'entraîner, à faire des opérations. Et on a fait des petits combats de 10, 15 fait la guerre à droite à gauche. Hein. Et bon, ben, entre-temps, ben, j'étais 2e classe, bien sûr. Et j'ai gagné une 2e croix de guerre, une brigade. Voilà, 2e classe avec 2. Normalement, bon, pas tout. J'aurais dû avoir 10 croix de guerre, mais à l'époque, je ne connaissais pas l'importance de ces choses-là. Bon, j'en ai eu 2 comme 2e classe, voilà, alors que j'aurais dû en avoir 4. Voilà, des petits bilans où on a fait des 2, 3, 4 félouses à droite, à gauche, voilà, et récupérer les armes. Ensuite, on a continué comme ça jusqu'au plus gros combat. Bon, il y a eu ensuite le général de Gaulle qui est venu à Saïda pour visiter les commandos Cobra et le commando Georges. Hein, et on a défilé devant le général Bijard à Saïda. Et on a exposé toutes les armes du 22, 23, 24 juin qu'on avait récupérées à l'ennemi sur la place de Saïda, qu'on a fait voir ça aux civils musulmans et pieds noirs de Saïda, voilà, pour montrer que, voilà, que Bijard était là et qu'on continuait à faire la guerre pour liquider un peu, si vous voulez, le FLN. Parce qu'à l'époque, le FLN, c'était les rois, ils coupaient les poteaux, les arbres, ils attaquaient les fermes, ils attaquaient les... Voilà. Et quand Bijard est arrivé, il a tout changé, la méthode. On a pris des gardes, des embuscades, des patrouilles, tout ça, de nuit, et voilà. Et les pieds noirs étaient contents de voir ça, bien sûr. C'était... Voilà. Ensuite, ben, on a continué à faire toujours des petites opérations. Je suis passé caporal. Voilà, et caporal. Alors j'étais dans un stick qui s'appelait Rapide. Hein, le premier Rapide était commandé par le sergent Bautier, où j'étais voltigeur. Ensuite, comme caporal, j'étais caporal chef d'équipe choc, toujours dans le stick Rapide, comme chef d'équipe choc. Voilà, et comme caporal, on a fait d'autres combats, bien sûr, et on a fait surtout le plus grand combat qui a marqué, on a fait le 6 avril 1960, le combat du Bénédir, où on a eu 4 morts et 12 blessés. Oui, alors le combat du 6 avril, hein, j'étais caporal, chef d'équipe choc, Rapide. Le chef de groupe, c'était le sergent Mercier. Et faisait partie du groupe rapide de protection du lieutenant Gagé. Oui, alors ce combat, ça a commencé à 9 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. On a mis pour faire 500 mètres sous le feu ennemi. Il y avait 70 félagas installés en défensive dans les rochers. À ce combat, j'ai reçu une rafale de mitrailleuse MG42 entre les jambes. Voilà, j'étais caporal et j'allais à droite, à gauche avec mes équipes, là, voilà. Et en me levant, il faut faire un bond, j'ai reçu une rafale de mitrailleuse 12-7, pas 12-7, Kalachnikov. Non, c'est pas ça. Une mitrailleuse allemande et j'ai liquidé 4 ennemis à ce combat. Mais le plus dur, c'était pas de ça, le plus dur, c'était d'aller au sommet du point géodésique, hein, du Bénédir. Voilà. Allemande, là. Et on a continué. Ensuite, il y avait 500 mètres du point au point géodésique.
Et on a mis de 9 h du matin jusqu'à 4 h l'après-midi pour arriver au sommet. Avec beaucoup de balles qui sifflaient à droite à gauche, des éclairs de pierre de la figure, des rafales de mitraillettes entre les jambes. Hein, et on a eu après, arrivé au sommet, on a eu l'adjudant Bono qui a été touché, qui est venu du bas. Nous, alors il y avait le patron de Cobra, c'était Cobra, hein, c'était De Chabalier le patron. Ensuite il y avait Cobra 2, c'était Bono, le commando Bono qui est arrivé par les falaises. Et Cobra 3, c'était le colonel, le lieutenant Brahimi, à base de harki, voilà. Et moi, je faisais partie du groupe rapide de protection du PC. Et ma mission a été d'aller porter un soutien à l'un ou à l'autre des commandos. Voilà. L'adjudant Bono, arrivé au sommet du point géodésique, a été touché. Hein, et ben voilà, il est décédé suite à ses blessures. Hein. Ensuite, ben voilà, ben j'ai réussi à récupérer sur le point géodésique une mitrailleuse MG42, voilà, allemande. Tiens. Oui, voilà, les MG42 sont là. Hein. Voilà. Hein. MG42 que j'ai récupéré après avoir bien sûr liquidé 4 Félouz, la pièce FM, hein, avec une grenade dans le trou, plus après une rafale de PM49. Voilà. Mais c'était pas le plus dur, ça. Le plus dur, c'était d'arriver au sommet. Voilà pour ce qui est le combat. Alors, nous avons eu, à ce combat du 6 avril 1960, nous avons eu 4 morts et 12 blessés. Le sergent Janin, le sergent Chassen de l'artillerie, l'adjudant Bono et le soldat Marie, qui était de mon contingent. Marie, hein, faisait partie de la 58 de 20. Ce sont les 4. Ensuite des blessés, ben, on a eu une douzaine de blessés. Moi j'ai eu de la chance, je n'ai pas été blessé. Bon, pour ce combat, cette action, j'ai été proposé pour une corps d'armée et j'ai reçu une division. Voilà, j'étais caporal. Une citation à l'ordre de la division. Oui, alors après ces combats, ben, il y en a eu d'autres. Ça c'est un des plus, un peu comme Bazeille ou comme Cameroun, si vous voulez. Hein. C'est un combat qui est resté gravé dans nos mémoires. Difficile. Ensuite, ben, on a eu l'opération de la soif, où on a failli mourir à cause de l'eau. À cause de l'eau, la chaleur et la fatigue. Alors, tout le commando, c'était aux ordres du lieutenant de Saint-Pierre, hein, lieutenant de Saint-Pierre, qui avait perdu un peu, avec la chaleur, tout ça, il n'était plus, et moi, étant caporal, hein, il partait dans des directions opposées. Je balançais des rafales de mitraillettes pour les réveiller un peu, pour lire c'était de l'autre côté. Alors on se retrouvait avec des gens qui tombaient dans les pommes, des massages à faire, donner un goutte d'eau au bouchon. Hein, et voilà, et alors il nous a fallu, alors on avait 2 sacs, 2 armes, et on donnait un coup de main encore à ceux qui tombaient dans les pommes qu'il fallait. Alors, ce combat, hein, de l'opération d'Afad dans le Boudaoud, c'était une période où on faisait, à la tombée de la nuit, on partait en marché pour aller se mettre en bouclage jusqu'au lever du jour. Ensuite, on faisait genre de petites embuscades et ensuite, on faisait du ratissage. Et ça a duré pendant une semaine. Hein, une semaine, et on est arrivé un soir où il n'y avait plus,
on a loupé les Félagas dans un point d'eau et il n'y avait plus d'eau. Alors le lieutenant engagé étant qu'on avait loupé les Félagas, il nous a fait ratisser toutes les montagnes. C'était le 15 août 1960 dans le Jebel Bouhamoud. Et alors il y avait le convoi qui venait nous apporter du ravitaillement, qu'on voyait de haut, de notre sommet de la crête, on les voyait comme des jouets. Bon, alors au sommet on voit ça, et tout d'un coup une grosse explosion, et l'airtrack qui était en tête a sauté, c'était un airtrack du 5e RI, avec une dizaine de morts qu'on cramait dans l'airtrack. Voilà. Alors on a été un peu le moral, parce que ça y est, maintenant que ça a sauté sur la mine, le convoi va faire demi-tour et il ne viendra plus nous ravitailler. Bon, manque de peau, ça va, et au bout d'une heure, le convoi redémarre. Et alors, le convoi redémarre, et on attend encore une explosion. Cette fois-ci, c'est la tonne à eau qui a sauté sur une mine. Bon, et ainsi de suite. Alors bon, ça a été pareil, c'est sans... Oui, alors on a fait un combat aussi. On est rentré dans la frontière marocaine, on est rentré jusqu'à 7 km à l'intérieur du Maroc. Hein? Alors moi j'étais à l'aile gauche des commandos, j'ai emmené avec moi à l'assaut les commandos marines qui étaient sur ma droite, et nous sommes rentrés jusqu'à 7 km à l'intérieur de la frontière du Maroc. Et alors, bon, ben, au dernier moment, on me dit, allez-y reconnaître un peu plus loin. Alors tout seul avec mon groupe rapide, je suis allé reconnaître 2 km plus bas dans la pente. Et à ce moment-là, le lieutenant l'aîné me demande, il n'y a rien à signaler. Je lui dis non, il y a RRS. Et quand j'ai dit, il n'y a rien à signaler, à ce moment-là, PAM, il y a les rafales de mitrailleuses qui m'ont tiré dessus. Et alors, on n'avait pas d'emplacement pour se mettre à l'abri. Le plus gros caillou était aussi gros que sac à dos. Bon, alors on s'est replié en perroquet. J'ai donné les positions de l'ennemi où il y avait les mitrailleuses qui nous tiraient. Et pendant que les mitrailleuses nous tiraient, il y avait la voltige ennemie qui essayait de nous déborder pour nous encercler. On a réussi à décrocher en perroquet. Voilà. Et il n'y avait pas de liaison radio. L'aviation n'avait pas de liaison radio avec en bas. Ça fait qu'on n'a pas pu donner les coordonnées exactes de l'ennemi. Bon, ensuite, je suis arrivé au sommet où il y avait le reste du commando et j'ai montré au lieutenant Pasquier à l'époque qui commandait. J'ai dit voilà, vous voyez les Félagas là-bas, hein, c'était un genre de mât blanc en forme de sein et il y avait l'ennemi qui était là à droite et à gauche. Et il dit oui d'accord, alors il y a les T6 et les T28 qui sont arrivés, il a donné les positions et le pipère a balancé une fumigène rouge et l'ennemi s'est replié derrière les mamelons là. À ce moment-là, les T6 et les machins ils l'ont vu, ça y est on les a vus, et ils ont rafalé des roquettes, tout ça, mais derrière sans avoir eu le résultat, hein, parce que voilà, c'était un grand bataillon de Félagas qui était là, et voilà, on a passé toute la mission. Ce combat, c'est là où j'ai risqué ma vie le plus de tous les combats que j'ai fait, et j'ai fait, même pas, on m'a donné une citation, voilà, parce qu'elle m'a dit, tu es jeune encore, tu en as déjà 3, bon alors, ils ne m'ont pas donné, hein, et alors, après j'ai continué à faire des combats, hein, des combats, et en 61, j'ai fait un accrochage où j'étais tout seul avec mon groupe. Bon là c'est encore une histoire, j'avais pas de... Je ne peux pas tout raconter parce que c'est compliqué.
Voilà, c'était dans le Jebel Excel, du côté de Giréville, où j'étais en liaison radio avec mon lieutenant. Bon, ben ça c'est une anecdote, parce que déjà j'ai failli perdre mes galons de sergent, à cause que j'étais responsable de mettre la garde en place, mais le sergent-chef Héral qui est venu, il m'a emmené avec lui au bain mort à Giréville, et on est emmené en embuscade avec les commandos marines. Ça fait que je suis arrivé trop tard, et le lendemain matin, à 4h ou 5h du matin, il fallait partir. J'étais voir le lieutenant engagé, il m'a dit, bon, on réglera ça, les comptes au retour. Maintenant, on prépare ton sac, on s'en va. Et on est parti faire le combat à Giréville, dans le Jebel Excel. Voilà. Et là, mon chef de section, qui était le lieutenant Lenné, bon, il m'appelait à la radio, mais comme le PPE, ça passait pas. Alors, j'avais pas de liaison, alors il était embêtant. Et moi, je continuais à marcher tout seul avec mon groupe en direction de l'opération. Hein. Bon, et à un moment, le lieutenant Lenné arrive à m'avoir au poste radio, PP8, là. Et à ce moment-là, ben, oui, il m'engueule, parce que oui, il m'engueule, hein, pas. Mais oui, mais ça marche pas, c'est pas de ma faute. Hein. Alors bon, bon, continuez, vous restez en contact avec le groupe audacieux, qui était commandé par le sous-lieutenant Millon, d'accord, en contact. Bon, ben, je reste à côté de lui, tout d'un coup, j'appelle à la radio, il ne répond plus, j'appelle partout, ça ne répond plus, je me retrouve une autre fois tout seul, alors je continue ma progression tout seul. Alors, au bout d'une heure de marche, le lieutenant Lenné m'engueule au téléphone. Je vous avais dit de rester en contact avec le groupe Fouilleux. Mais oui, mais... Alors, bon, on réglera ça les comptes en rentrant. Alors, on va aller régler les comptes avec le lieutenant engagé, hein, pour la garde. On règle les comptes avec le Lenné pour une histoire hein. Bon, et tout d'un coup, il me dit, bon, il y a un troupeau de vaches là-bas avec un berger, allez-y contrôler le berger. Il y a 400 mètres. Alors, je dis à mon capocheur, allez, Bernab, vas-y, et tu vas contrôler. À ce moment-là, quand je dis ça, hein, il y a 4-5 félouses sur ma droite qui partent à droite, et le bourricot avec les vaches de l'autre côté. Alors, j'ai commencé aussi à rafaler, et bon, j'ai liquidé les 4-5 félagas qui se sont sur la droite en courant avec le PM et mon groupe, hein, le groupe rapide. Et j'ai fait prisonnier un lieutenant, un aspirant, un sergent-chef, et c'était le PC, un PC ennemi. Et voilà. Et alors, pendant tout ce temps-là, les vaches se sont mis à courir, et je me fais engueuler encore par le lieutenant Lenné en croyant que j'avais tiré sur les vaches. J'ai fait, voilà, bilan, j'ai 5 félagas au tapis, dans des documents et machins, et des armes récupérées. Je suis en garde face à la direction, hein, de l'ennemi, voilà. Ah ben restez sur place, on arrive, voilà. Et alors là, ça a tout changé, voilà. Alors là, dans ce combat-là, ils m'ont mis le combat que j'avais fait 2 mois avant, où j'ai failli laisser ma peau, et le deuxième combat que je viens de faire tout seul, ça fait qu'il y avait 2 faits de guerre sur le même titre, hein, pour avoir une division. Et ils m'ont donné une brigade. Ça fait que, voilà, c'était ma dernière citation au combat pendant la guerre d'Algérie, avec le grade de sergent. Entre-temps, comme caporal, j'ai eu 2 citations, comme deuxième cadre 2 citations, comme caporal 2 citations, et comme sergent 1 citation. Voilà, en tout j'ai eu 5 citations. Et j'ai eu ma médaille militaire en 1962. J'étais nommé sergent à titre exceptionnel, sans examen. Voilà, on a reçu, parce que je ne peux pas tout détailler là, hein.
j'étais affecté au 22e BCA à Nice, dans les chasseurs alpins. Je ne savais pas que ça existait à l'époque. Bon, je ne savais pas qu'on pouvait faire du ski. Bon, ben voilà, alors je suis arrivé avec le grade de sergent et le CIA, que j'ai fait mon CIA, mon examen de chef en Algérie. Hein, et au 22e BCA, au bout de 2 ans de grade de sergent, je suis passé sergent-chef. Sergent-chef au 22e BCA. Voilà. Et alors, bon, ben, j'ai appris à faire du ski. Je suis allé faire un stage à Chamonix, hein, où j'ai fait du ski. Et ensuite, eh ben, j'ai continué. J'étais chef de section de chasseurs alpins. Hein. Et après, ben, au bout de... Oui, entre-temps, j'ai trouvé ma première épouse, où je me suis marié, hein, le 24 juin 1964. Je me suis marié avec Yvette Mossé, qui était de Limoges. Enfin, c'est ma première épouse, où j'ai eu 2 enfants, un garçon et une fille. Un garçon qui s'appelle Jean-Yves, qui est né le 13 avril 1965, et ma fille qui est née le 15 juillet 1966. Elle s'appelait Sylvie, et elle est toujours Sylvie. Voilà mes 2 enfants. Ensuite j'ai été muté en Allemagne, au 129e ERI à Constance, et au 3e ERI à Radolfeld. Voilà, j'ai fait 8 ans en Allemagne, chef section, hein, chef section pendant au moins 7 ans, toujours avec des bons résultats. Voilà. Et la dernière année, j'étais à Mamie Gérande de Metz. Je suis allé faire mon brevet de para à Pau, hein, et étant revenu breveté de Pau, j'étais breveté de para, ils m'ont mis Gérande de Metz. Alors j'ai fait 1 an de Gérande de Metz, où j'ai tout changé à ma manière, hein, où j'ai fait, comme je dis, des couscous, des paellas, des calamas, tout ça, des sangria, et j'ai tout changé le système, et j'ai fait menu à la carte. Voilà, j'ai eu un grand succès pendant l'année que j'étais gérant de Metz. Ensuite, j'ai demandé ma mutation, et j'ai été muté au 11e BCA à Barcelonnette. Alors, comme je venais du Metz, ils voulaient me mettre gérant de Metz. Je dis non, non, non. J'ai quitté l'Allemagne parce que je voulais pas être gérant de Metz. Hein? Alors maintenant, je voudrais... Bon, alors, en compagnie de combat, avec le capitaine Multrier à l'époque, 2e compagnie. Et je suis allé à Chamonix faire un stage de qualification montagne été et hiver, en 2 fois, quoi. Hein? Bon, ben, j'étais qualifié dans la salle BQTM, échelle 4 de montagne. Alors je pouvais commander une section en montagne. Et j'ai commandé une compagnie de combat au 11e BCA à Barcelone. Et ça oui, après on m'a donné la section de skieurs, hein, soi-disant la meilleure du bataillon. Bon, j'ai remporté la coupe de section de compétition de ski du bataillon. Mais après, j'ai fait les courses sections du côté de Chambéry, les Drayères, les Rochils et tout ça. Hein, c'était les courses divisionnaires. Bon, ben là, je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'ai pas eu des grands résultats, mais j'étais pas non plus le plus mauvais. Voilà pour ce qui est des 11e BCA. Ensuite, voilà, alors des chasseurs alpins, on m'affecte de l'Allemagne, les chasseurs alpins du 11e BCA, je suis affecté à Montpellier à l'EAI. Et on me met aux relations publiques, responsable du camion exposition de l'infanterie. Alors, c'était en 1982. On me donne un camion exposition de l'infanterie. Bon, moi je ne savais pas, alors c'était le colonel Grosjean qui était chef de corps de l'EAI à cette époque-là, en 82.
Et il me connaissait bien parce que je l'ai eu comme capitaine, je l'ai connu capitaine au 2e rire en Algérie, hein, l'histoire du sergent-chef Iglesias qu'on a sauvé. Voilà, c'était Grosjean. Et alors ils m'ont donné le camion d'exposition de l'infanterie, et le but de ce camion, c'est de faire des informations dans toute la France, hein, pour donner une image de l'infanterie. Alors je faisais toutes les portes ouvertes, les foires expositions, le Tour de France, le cycliste. Voilà, pendant 8 ans, j'ai pas arrêté de tourner avec mon camion, et j'étais connu dans toute la France. Voilà, et j'ai commencé à vendre des petits articles parce que le général Clark de Drumontin, hein, il me disait bon, il n'y a pas d'argent pour machin, il faut trouver des solutions pour pouvoir. Bon, ben alors, il dit voilà, ben, il faut avoir des insignes, des décorations, des porte-clés, des machins, des fanions et tout ça. Alors ça fait que je me suis débrouillé à faire tout ça. Et j'ai monté un genre de stand tout en faisant l'information. J'ai rempli mon camion plein d'insignes et de documents comme ça. Ça fait que j'ai gagné des sous pour pouvoir aménager le camion. Voilà. J'avais les félicitations de tous les chefs de corps et tous les présidents et les ministres où je passais avec mon camion pour la présentation de l'infanterie. Partout où j'étais très apprécié. Et beaucoup de diplômes, de lettres de félicitations. Même le général Clark de Montin m'a fait un extrait de tout ce nombre de kilomètres et de félicitations que j'ai eu. Voilà. Et j'étais, tout en étant avec le camion, on m'a proposé pour la Légion d'honneur, chevalier de la Légion d'honneur. Alors, à l'EAI, j'ai quitté machin, je suis venu hein, pour comme remettre la Légion d'honneur à l'occasion d'une prise d'armes qu'il y a eu à l'EAI. Ensuite, ben, j'ai continué ma mission tout en ayant. Hein, alors, et 3 ans, 4 ans après, j'étais officier du mérite national. On m'a décoré, c'est le général Clark de Montin qui m'a décoré de officier du mérite national. Bon. Ensuite, ben, je faisais partie des relations publiques. Je participais à tous les crosses de l'OAI. J'ai fait la traversée Nice, Montpellier, Paris en courant avec un groupe. Hein. On faisait 10 km en vélo et 10 km en courant. Et on se changeait toutes les 10 heures. Hein. Voilà, ça a duré une bonne semaine. Ouf, j'en ai fait des sorties. Voilà, et ensuite, ben, j'ai été muté en 90 au 3e mairie au Comte des Garrigues. Au 3e mairie au Comte des Garrigues. Voilà, parce que hein, le camion c'était fini. 8 ans j'ai gardé le camion avec de bons résultats. Bon, et alors, ben, on m'a mis chef du service général au 3e Comte des Garrigues. Et entre-temps, ben, voilà, j'avais des problèmes de genoux, je suis allé me faire opérer hein, des genoux hein, à Grenoble, à l'hôpital militaire de Grenoble. Voilà, un genou. Et en 94, j'étais me faire opérer d'un 2e genou. Mon épouse, la première, est décédée en 92, en août 92. Je me suis resté là pendant 2 ans. Voilà. Et ensuite, eh ben, j'ai toujours continué et on m'a proposé au grade de officier de la Légion d'honneur en 1994. Voilà, où j'ai pris ma retraite le 1er janvier 1994 et en 1993 j'ai eu officier de la Légion d'honneur, décoré par le général de Casté qui commandait l'EAI.
voilà, la fin de ma carrière militaire. Oui, voilà, alors j'ai oublié de dire que je suis passé adjudant-chef en 1991 à Radolzel, adjudant-chef. Voilà, le 1er août. Alors j'avais fait ma demande justement pour passer mon brevet de para parce que le lieutenant engagé qui était à Langenhagen, il m'a dit fais-toi porter, je te prends avec moi. Et comme j'ai fait ma demande étant adjudant, ils m'ont dit que c'est trop vieux comme adjudant pour faire le brevet. Et quand je suis passé adjudant, chef, la DPRT m'a appelé, si vous êtes d'accord pour passer, maintenant vous êtes jeune, vous pouvez faire le brevet de para. Alors j'ai fait mon brevet de para étant adjudant-chef. Et quand je suis arrivé avec le brevet de para au 3e mairie, ils m'ont mis Jérôme de Metz. Voilà, bon, c'est une anecdote, quoi, hein. Voilà. Après, de Constant, j'étais muté à Barcelonnette, où j'ai fait quand même la traversée de la Corse à ski, hein, le Monte Cinto et le Monte Rotondo, hein, avec les cadres du 11e BCA, hein, en 1980, ouais, 70 à 80, ouais. Voilà, et j'ai eu des compagnies. Alors là, c'est pareil, j'ai eu beaucoup d'anecdotes. Hein, on m'avait mis adjudant de compagnie, et moi, ben, j'avais le sens un peu du commerce. Alors, j'ai fait un petit foyer clandestin, et ça me rapportait des sous pour ravitailler ma section et la compagnie. Hein. Ça fait que il y avait une grossesse, on a réussi, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'argent pour réparer les serrures, la peinture, tout ça. Alors, avec l'argent que je faisais du foyer, j'ai réussi à repeindre l'intérieur des machins, à mettre des serrures, des clés, même des télévisions, faire repasser et tout. Il y avait beaucoup d'initiatives à ce sujet-là, hein, j'étais un peu commercial, et voilà, et tout le monde était content, hein, même les soldats, ils n'avaient pas de sous pour partir en permission. Je leur prêtais des sous de la caisse, et quand ils touchaient la paye, ils me remboursaient, voilà, pour partir en permission. Oui, alors maintenant, ben, je vis avec Sylvina, mon épouse, hein, depuis presque 20 ans, voilà, et on s'est mariés en 2011, voilà. Bon, voilà, je fais des expositions de tout ce qui est militaire à droite à gauche avec mon épouse, avec mon camping-car. J'ai fait le tour de toute la France, hein, à faire des expositions. Voilà, ça s'appelait les bourses militaria ou bourses aux armes. Oui, je rappelle que l'association du Commando Cobra existe depuis 1984. C'est moi qui a débuté en 1984, que j'ai proposé le sergent Janin, hein, à une promotion d'élèves sous-officiers de l'EAI, et j'ai organisé le premier congrès en 84, en juin 1984, à l'EAI Montpellier. Alors j'ai pris contact avec le colonel Gagé, hein. À l'époque c'était le général Claire de Montagne qui commandait l'EAI, et c'est moi qui ai eu l'initiative de lancer Janin, puisque je le connaissais, que je l'ai vu de mon vivant, et quand il est mort, et tous les copains, et tout, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont été acceptés, et la promotion Janin a été prise comme parrain à l'EAI en juin 1984. Voilà, et depuis, je suis le porte-drapeau, je suis le trésorier et le porte-drapeau du Commando Cobra. Voilà, jusqu'à présent. Alors maintenant, vu que le général Gagé est décédé en 2018, hein, en mai 2018, voilà, alors j'ai plus de patron, alors on continue. C'est le colonel Lenné qui a pris relève la place du général Gagé comme président. Et le secrétariat, c'est M. Ortiz,
hein, Ortiz et Joselise, qui habitent dans les Landes. Voilà. Et ben, moi, je suis toujours le trésorier porte-drapeau du Commando Cobra. Voilà. Et l'aîné, le colonel l'aîné, Yannick, il habite, hein, à Dinard. C'est le président du Commando. Mais il est un peu fatigué en ce moment. Alors voilà. Alors ça tourne un peu au ralenti. Mais c'est moi qui prends toujours les initiatives de tous les objets à vendre et à faire des propositions comme les calendriers, tout ça. Hein, voilà. Tous les ans. Et là, ça commence à baisser puisque les anciens, hein, ils partent à fur et à mesure, ils ont 80 ans maintenant, hein, et ça part. Voilà. Alors je participe à tous les enterrements quand je peux, me déplacer avec le drapeau et à toutes les manifestations que je peux faire. Voilà. Et je suis en contact en permanence avec les quelques cobras de la promotion.